à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Info Hebdo, ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité sociopolitique de la semaine sur ESAE TV. Pour le numéro d'émission de ce samedi, je suis avec mes habitués, notamment Distel Amoussou, consultant médias communication, analyste chroniqueur politique, président, directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Il est avec Paul-Marie Ouessou, théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Avec eux, chers amis internautes, nous allons survoler les différents faits marquants de cette semaine, notamment la visite du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, à Cotonou. On parlera également de la nomination du directeur général de la SB2E qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On évaluera la pertinence des commentaires qui ont été effectués. On parlera de Ganiou Soglo qui a pondu un communiqué au sujet des sorties de son papa, pour le pas dire l'ancien président d'ICFOR de Denis Soglo. On parlera également des préparatifs de la session du Bénin à la souveraineté internationale, notamment du 105e anniversaire. On a vu quelques commentaires au sujet des drapeaux qui ont été, mis un peu partout sur le boulevard devant abriter les festivités et à travers la ville de Cotonou. On en parlera et si le temps nous le permet, on le fera un petit tour de table sur les préparatifs des élections générales de 2026 à 3 mois de dépôt de dossier de candidature pour la présidentielle. On note aucune manifestation de candidature pour la dite élection présidentielle de 2026. 2026 qui est un enjeu majeur, notamment une première au Bénin où nous aura des élections générales, notamment les législatives, les communales et la présidentielle. Avant de retrouver mes invités que vous sentez déjà sur le plateau, je vous invite à suivre cette capsule vidéo, notamment l'instant pub sur Info Hebdo. Le décryptage de ce samedi, je suis avec Distel Amoussou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour Dr Paul-Marie Ouessou, bonjour amis internautes. Merci d'être là ce matin, bonjour à Paul-Marie Ouessou. Bonjour Kader, bonjour Distel, bonjour amis internautes, je crois que Distel... Une belle cravate, c'est ça? Il faut le dire. Merci à vous, Paul-Marie Ouessou. Et je vais commencer par vous, Bassirou Diomaye Faye à Cotonou. Vous avez suivi un peu cette visite officielle. En tant qu'analyste politique, vous avez vu les images des deux chefs d'État. Quelle est votre analyse? Oui, bon, pour moi, c'est une visite de travail très brève. Parce que ça n'a pas duré, je crois, une journée, hein, c'est une demi-journée. Et puis, les deux personnalités se sont présentées devant les caméras. Et là, vous constatez la distance diplomatique entre les deux. C'est pas aussi frère, ami, comme ça peut s'entendre dans les mots. Les mots ne reflètent pas ce que nous avons vu comme image. Mais c'est une bonne visite, c'est une très bonne visite. Je crois que là, moi, je félicite le gouvernement et je félicite le ministre des Affaires étrangères pour une fois. Pour une fois, il faut le féliciter parce que j'ai été très critique du fait que notre diplomatie va se chercher en Angola, va se chercher en Namibie, enfin, tous les pays qui sont très loin, alors que dans notre sous-région, il y a des problèmes et qu'il faut faire une diplomatie de proximité pour régler ces problèmes. Et je crois que l'arrivée du président sénégalais ici est un premier bon pas pour que on commence à dialoguer. Parce que, vous savez, pour moi, la posture idéologique de notre gouvernement n'est pas la même posture idéologique que celle du gouvernement du Sénégal, qui, à mon sens, est plus proche de la posture idéologique donc de l'AES. Et je crois que ce dialogue va commencer à permettre que les positions se rapprochent
et que les uns et les autres s'écoutent, se comprennent mieux, parce que souvent on a des préjugés les uns sur les autres. J'ai eu la chance de participer avec, bien sûr, l'aide de mon ami Distel Moussou. J'apprécie qu'il m'envoie souvent maintenant des informations. Il a envoyé l'information sur le panel qui a eu la conférence plutôt du ministre de l'ancien ministre Nassirou, voilà. Nassirou Arifai Bako. Il a été le premier à m'envoyer l'information, et puis j'ai eu ça après. Mais j'ai participé à cette conférence, et ce que je comprends et que je crois comprendre maintenant, c'est qu'il y a de la malcompréhension entre nos positions. Les positions des uns et des autres, il y a de la malcompréhension là-dessus. Ce que c'est que le panafricanisme reste encore à comprendre par les uns et les autres, y compris même ceux qui animent ce courant aujourd'hui, et ce que c'est que la position qui n'est pas panafricaniste sur le continent reste aussi à comprendre par les autres, et que dans ce dialogue, on se rapproche les uns et les autres de plus en plus de nous, et que l'échange entre nous soit plus renforcé par rapport au rapport que nous pourrions avoir avec les autres pays, les pays qui nous ont colonisés dans le passé. Voilà. Distel Moussou, sur la même question. Je vais me réjouir de 3 reconnaissances venant de mon ami et frère Paul-Marie Ouessou. La première reconnaissance, c'est qu'il salue, même s'il pense que c'est pour une fois, n'est-ce pas, l'efficacité du travail qu'a le ministre des Affaires étrangères, le ministre... Olusegun Adjadi Bakari. Et donc, je l'en remercie. La seconde reconnaissance, c'est le rapprochement et l'efficacité de la diplomatie régionale. Et je l'en remercie également et dire que c'est tout à l'honneur du gouvernement du président Patrice Talon. La troisième reconnaissance, c'est la malcompréhension qu'il y a dans ce qu'on peut retenir et comprendre du concept panafricaniste ou du panafricanisme. Lorsque j'ai fini de reconnaître, n'est-ce pas, de saluer ces 3 points de reconnaissance, je vais faire remarquer qu'en parlant d'amitié, qu'il semble dire forcée, au-delà des mots entre le président Faye et le président Talon, je vais simplement expliquer que nous sommes en face de 2 générations. La quarantaine et la soixantaine. Et en Afrique, vous savez que même si vous êtes amis, et qu'il y a cet écart d'âge entre vous, le plus jeune, dans l'instinct du respect de l'aîné, ne se livre pas à des attitudes en public vis-à-vis de son aîné. Et le président Patrice Talon a beau jeu de mettre à l'aise son hôte. Voyez-vous, même si l'autre est plus jeune que lui. C'est ça qui certainement a apparu aux yeux de M. Ouessou, qu'on force les choses. Non, on ne force rien. Non, c'est pas forcé, mais donc une 4e reconnaissance que j'ai bien observée. Bon, alors, donc une 4e reconnaissance, il a bien observé. Et dit que le président Faye vient de prendre le pouvoir dans un contexte connu, contexte idéologique que M. Ouessou estime proche de l'idéologie AES. Voyez-vous? Mais le discours du président Faye ne concerne pas cette idéologie, mais accompagne plutôt la vision éclairée du président Patrice Talon quant à la reformation, à la réforme ou au réformatage des institutions sous-régionales, la CEDEAO, l'UEMOA, pour les rendre dynamiques au service de nos communautés. Voyez-vous, donc, je voudrais conclure en disant que cette visite
qui n'est pas la première. Parce qu'avant que les deux hommes d'État ne se rencontrent, ils se sont parlé plusieurs fois au téléphone. Et le président Patrice Talon excelle correctement dans cet exercice-là. Il parle à ses collègues de la sous-région. Au téléphone? Au téléphone. Il leur parle. Il se parle. Avec le président Faure? Il parle avec tout le monde. Voyez-vous? Et donc, ça, ce n'est pas visible. Et il faut dire aussi que le président Patrice Talon n'est pas friand de la diplomatie tambour, de la diplomatie fanfaronnade, de la diplomatie spectacle, où on se rend en visite avec des femmes au foulard qui viennent à l'aéroport et tout. Les choses sérieuses se disent dans des cercles, des occasions bien choisies. Et ça, le président Patrice Talon a installé sa diplomatie sur cette forme d'efficacité et d'interactivité avec ses collègues. On retient de cette visite-là quand même comme décision majeure qu'au profit de la communauté, il est d'une nécessité de réformer la CEDEAO et l'UEMOA. Absolument, il faut réformer la CEDEAO. Et là, c'est là où nous allons diverger en termes de réforme. La réforme, ce n'est pas prendre les mêmes et recommencer. Parce que si on prend les mêmes et on recommence, la CEDEAO sera ce qu'elle est et ne pourra plus jamais se relever de ce qu'elle est. Mais ce qu'il y a est le problème de la CEDEAO au-delà de déplacer telle institution ici ou bien de remplacer telle par telle dans les institutions, c'est la question d'idéologie. Elle est fondamentale. La CEDEAO fonctionne sur la base de quelle idéologie? Et c'est ça que les autres reprochent. Parce que si vous êtes dans une idéologie souverainiste, par exemple, ok, et que vous êtes une organisation sous-régionale qui fonctionne sur la base d'une idéologie souverainiste, vous n'aurez pas une bonne partie de votre budget financé par des gens venant de l'extérieur. C'est ça la question. Donc l'idéologie est importante parce que ça implique l'action, la pensée et l'action. Et donc, quelle est la pensée qui gouverne la CEDEAO? C'est ça la problématique, ce que nous vivons. Et donc, quand on veut parler de réforme, il faut aller en profondeur et voir ce que nous voulons, c'est-à-dire quelle est notre pensée de cette institution-là. Et c'est ça qui va décider ou déterminer, bien sûr, les institutions, les comportements dans les institutions, puisque ce que reproche l'AES à la CEDEAO, vous le comprenez bien. On dit que la CEDEAO est sous le dictat des institutions, de pays, de puissances qui ne sont pas... Est-ce que c'est vérifié? Ben écoutez, on n'a pas besoin de la loupe pour aller voir ça. Hein. Quand Macron dit la décision que la CEDEAO doit prendre avant que la CEDEAO ne prenne la décision, vous voulez dire quoi? Est-ce que c'est vérifié que le budget de la CEDEAO est financé en grande partie par les Occidentaux? Ça, c'est vérifié. Ça, tout le monde le connaît. Donc, ces choses-là, ce n'est pas des choses qui sont en l'air, c'est des réalités. Et quand Macron, ou bien, comment il s'appelle? J'ai oublié un peu son nom, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Biden, qui se promenait et qui disait ce que la CEDEAO devait faire, ou comment nous sommes derrière la CEDEAO, et qui disent des choses comme ça. Et puis, la CEDEAO suit après et dit la même chose. Quelle vérification nous voulons encore? Les choses sont réelles et concrètes. Et ça, tant qu'on n'a pas pris conscience, et c'est justement l'une des thématiques, moi, qui me préoccupe en ce moment, c'est-à-dire la conscience que nous avons des choses. Vous savez, en Afrique, il y a encore des gens qui pensent que ce qu'on appelle France-Afrique n'existe pas. Ils ont le droit de penser. N'existe plus. Non, n'existe même pas. N'existe même pas. Plus pour certains. Bon, n'existe plus pour certains. Bon, mais écoutez, si que je passe du vernis sur cette table ne va pas cacher le fait que c'est le bois qui a fait la table, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas... Et tant qu'on n'a pas pris conscience qu'il faut affronter ces phénomènes de façon concrète, il ne s'agit pas de faire la guerre à qui que ce soit, hein, mais c'est de savoir faire le choix et de prendre des décisions qui vous permettent de vous éloigner donc de ces choses qui, en fait, déterminent la façon dont vous êtes et qui font que, quand on parle de pauvreté, toute
tout l'échafaudage de la pauvreté que nous avons en Afrique est issu de ces déterminants-là. Et donc, si on ne prend pas conscience de ça et qu'on banalise ça, non, vous savez, vous dites ça, j'ai écouté quelqu'un qui parlait hier, il a fait près de 20 minutes de vidéo ou d'audio pour expliquer pourquoi le mal est en Afrique. Oui, le mal est en Afrique. Nous avons des problèmes, nous-mêmes en tant que êtres. Mais il y a aussi le facteur extérieur. Donc, il y a les deux à toujours prendre en compte. On ne peut pas dire l'autre ne compte pas, l'autre compte. Non, les deux comptent. Et donc, tant qu'on n'a pas réglé ce problème de compréhension entre nous, et c'est pourquoi moi j'ai apprécié la rencontre entre les deux. Parce que, qu'on le veuille ou pas, que le discours de Diomaye Faye, le président Diomaye Faye, soit assez consommable, assez léger, en ce moment, c'est une bonne chose, mais la fin qui guide son action, elle est claire, c'est dans les documents, c'est une fin de souveraineté, une fin qui est déterminée déjà idéologiquement. Mais bon, au début, et je l'ai toujours dit, qu'au début, il ne peut pas aller tout go comme ça. Il doit prendre le temps de mettre en place les choses. Et vous avez eu le plaisir de constater que la France, ou du moins la base française, a été fermée hier, je crois, ou hier, avant-hier, n'est-ce pas? Donc, il y a un temps pour faire les choses. Mais nous devons prendre conscience que ces choses existent et prendre le temps pour les faire et pour nous en écarter. Voilà. Sur la pertinence des réformes au niveau de la CEDEAO de l'UMOA. Oui, il faut dire que les institutions régionales n'ont pas, de mon point de vue, des problèmes d'idéologie. Il faudra peut-être retourner à la posture de départ des pères fondateurs de ces institutions. Le bien-être des communautés, de nos communautés sous-régionales, la libre circulation des biens des personnes, l'interpénétration en matière économique, les échanges, n'est-ce pas? Il faudra redéfinir ou réinventer des mécanismes pour rendre ces choses-là évidentes, réelles, pour que entre le Togo, le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, on puisse circuler librement sans des freins frontaliers. Voyez-vous? Et je crois que c'est cette vision-là qu'a toujours porté le président Patrice Talon depuis 9 ans qu'il est là. Et vous avez observé, chaque fois qu'on lui propose de prendre la tête de l'une de ces institutions, il décline. Il décline parce que c'est un réformateur. Et il n'a pas souvent l'écoute, n'est-ce pas, de certains ténors de ces institutions. Et donc, il trouve qu'en face, il y aura de la résistance. Et pour ne pas paraître comme quelqu'un qui vient à coup de baguette pour mettre tout le monde, ou tous ses collègues, ses homologues au pas, il laisse. Mais il a poursuivi, n'est-ce pas, sa pédagogie du dialogue. Et aujourd'hui, il est heureux de constater qu'il a l'écoute du jeune président sénégalais, qui pense la même chose que lui. Et c'est ce qui apparaît dans son discours. Ouais, et donc moi je trouve que il ne s'agira pas de dire telle idéologie doit l'emporter sur telle autre. La principale idéologie pour moi doit être communautariste. Voyez-vous, oui, chaque État est souverain. Le Bénin a affirmé sa souveraineté. Le Togo affirme sa souveraineté. Le Niger, pareil. La belle preuve, le Niger continue de maintenir ses frontières fermées vis-à-vis du Bénin. C'est son droit le plus absolu. Mais est-ce que cela est bénéfique aux communautés des deux pays? La grande question est là, pour moi. Et donc, je crois que, oui, nous avons besoin de réformer, enfin, du reformatage de ces institutions-là, mais il faut penser, créer les mécanismes au profit des communautés pour que les États, non pas les États, pour que les acteurs qui animent les États dans nos pays là n'en fassent pas leurs choses pour qu'on parle de syndicats de chefs d'État. Non, les chefs d'État ont été élus
normalement par des communautés, par des sociétés, par des peuples. Et donc, ils doivent, au sein des institutions régionales, porter, n'est-ce pas, la vision que portent les communautés. On ne finira pas d'en parler parce qu'on parle de moi, de ce Maintenant, lorsqu'on parle, j'en aurais fini. Oui, lorsqu'on parle, par exemple, du financement, n'est-ce pas, par des puissances extérieures, des institutions régionales, moi, je crois qu'il faut prendre ces arguments avec beaucoup de pincettes. Voyez-vous, oui, l'Afrique, en tant qu'Afrique, on sait comment elle a été partagée. L'Afrique, en tant qu'Afrique, on sait comment les budgets des États africains sont financés. Aujourd'hui, le Bénin est en train d'initier un modèle qui engrange des billes. Mais est-ce que c'est le meilleur économiquement? Quel modèle? Le Bénin, par exemple, ne tape pas la main, ne tend plus la main aux institutions de Bretton Woods. Ah bon? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le Bénin ne tend plus. Je dis, le Bénin ne tend plus la main aux institutions de Bretton Woods. Fonds monétaire, banque mondiale et tout. Le budget national est financé sur la base. Aujourd'hui, le budget du Bénin est financé à 100%. Allez le dire au marché. Ah bon? Le budget du Bénin est financé à 100% de l'intérieur. À 100%. S'il vous plaît, à 100%. Et je vous expliquerai comment ça se passe. Ça, vraiment, ça c'est une belle information. Hein. S'il vous plaît. Le ministre des Finances n'a pas dit ça. Je dis, c'est clair là-dessus. Même le ministre des Finances n'a pas dit ça. Il ne dira pas le contraire. Ah, non, mais il n'a pas dit ce que vous dites. S'il vous plaît, vous allez dire... Il ne peut pas dire ça. Alors, on va vous me laissez finir. Oui. Vous me laissez finir. Alors, on laisse pour dire que le Bénin a trouvé, n'est-ce pas, le modèle d'aller sur le marché financier. Oui. Non, c'est pas... S'il vous plaît. C'est pas un modèle nouveau. Je vous mets au défi, de dire aujourd'hui, par rapport au budget du Bénin, quels sont les apports des institutions? Il n'y en a pas, il n'y en a plus presque. Plus presque ou il n'y en a pas? Je dis il n'y en a plus. Le budget béninois est financé aujourd'hui à 100% par le Bénin. Merci à vous, Distin Lamoussou. Je dis, je l'affirme. Ça, c'est une affirmation. Je l'affirme et je voudrais avoir les éléments contraires. Moi, je l'affirme que le budget de Bénin est financé par les institutions internationales. C'est tout faux. Bon, attendez. C'est tout faux. Le débat n'est pas à ce niveau. Je n'ai pas parlé. Si vous avez parlé. Non, alors, Paul-Marie Moussou. Je n'ai pas fait ces va-et-vient, sinon voilà, on va le faire. Ça répond du berger à la bergère. Mais non, c'est ce que je voulais dire. Je le réaffirme que le budget du Bénin est financé par la Banque mondiale, les FMI, c'est eux. C'est tout faux. Alors, vous l'avez dit, bon, si c'est tout faux. Si c'est tout faux, décollez-vous de leur notation. La notation dépend de ce qu'ils investissent dans le pays. Un État ne fonctionne pas comme ça. Et vous avez vu combien de fois Banque mondiale a dit les États-Unis sont premiers et deuxièmes. Vous avez vu combien de fois la France? Vous avez vu combien de fois Banque mondiale a dit ça? C'est les pays africains. C'est les pays africains. Il faut pas. Non, je comprends un mélange. Bon, je comprends que Distin ne comprend pas. Non, attendez. Je comprends que Distin ne comprend pas le fonctionnement des institutions internationales. On va se comprendre. Distin, c'est progresser. Je vous dis. Lorsqu'on parle de Bassirou Diomaye Faye, on ne peut pas parler aussi de Ousmane Sonko. On a suivi un peu, il y a quelques jours, notamment les commentaires de Ousmane Sonko sur son président. Il a même eu à dire, ce que certains ont qualifié de très grave, que le Sénégal souffre d'un problème d'autorité. Alors dites-nous, quel est votre décryptage des propos du Premier ministre et pour vous, quelles sont ses implications sur, j'allais dire, l'autorité du chef de l'État? Oui, mais vous me donnez 30 secondes pour dire quelque chose, pour dire quelque chose qui est lié justement à ce que vous avez posé comme question, c'est-à-dire... Il ne faut pas faire de lien intelligent. Non, ce n'est pas un lien intelligent. Je voudrais dire parce que... Il n'aura même pas de lien pour ça. Il n'aura pas de lien pour ça. Allez-y. Je peux y aller. Oui. Pour commencer, il a dit que on n'a pas besoin d'idéologie. Je voudrais rappeler ceci. L'idéologie, ce qu'on appelle l'idéologie, c'est la pensée. Aucun homme n'agit sans penser. Je vais aller à Cotonou. Ça, c'est penser.
je veux manger, c'est penser. Donc l'action et la pensée sont toujours liées. La pensée et l'action sont toujours liées. Et vous n'êtes pas sans savoir que justement, quand on parle de Sonko, on est là en plein dans le souverainisme, la souveraineté du peuple sénégalais. On est en plein dedans. Ce dont il a été question entre Diomaye Faye et Sonko, ce que Sonko demandait, moi je ne vais pas parler de reproche, demandait à Diomaye Faye de faire, c'est de quand même pouvoir faire de sorte que le Premier ministre qu'il est soit un peu respecté. Et il y a eu... Et dans la foulée, ils sont interrogés de savoir comment Ousmane Sonko peut être touché aujourd'hui par des critiques envers sa personne, lorsque l'on sait que par le passé, il a été aussi critique envers certains. Oui, bon, ben, en fait, ce n'est pas que Ousmane Sonko refuse les critiques. Il faut faire une distinction entre les deux choses quand même. Hein. Il n'est pas opposé aux critiques. Je crois que c'est quand même quelqu'un qui est très sportif dans le discours. Vous rappelez-vous quand il a présenté le programme, comment il appelait ça, le programme de gouvernement, la première sortie qu'il a faite pour présenter le programme de gouvernement. Il y a eu cette dame-là de l'opposition à l'Assemblée qui l'a vertement critiqué et il a répondu sportivement. Ce n'est pas quelqu'un qui est contre les critiques. Et ce dont il parle ici, ce n'est pas aussi des choses faites par rapport aux critiques. Il y a eu des procès dans le temps. Il y a eu des procès qui ont été faits contre des procès qui l'ont amené même en prison, vous vous rappelez, dans le temps. Oui. Et donc, sur ces procès, il y a, on va dire, une régénérescence des dossiers parce que les avocats cherchent à ce que les affaires soient reconsidérées. Vous voyez. Et dans ce contexte où on cherche à reconsidérer les affaires, il y a certains comportements qu'il n'apprécie pas, mais qui, selon lui, pouvait être réglé hein, d'autorité, donc de la part du président, du président. Mais il faut aussi faire attention parce que quand il y a souvent un mélange, lorsque Ousmane Sonko parle de ses procès et de ses affaires qui le concernent personnellement, il précise que ça c'est le citoyen Sonko qui en parle. Mais là où il a parlé d'autorité, en ce moment, il était face aux membres du PASTEF, où il parlait donc de la gestion de l'État et des affaires, comment ça évolue. Et là, il a... Gestion dont il contribue. Oui, gestion à laquelle il contribue parfaitement. Mais il constate... Mais il constate que sur certaines questions où on pouvait aller d'autorité, que l'autorité n'est pas exercée de la façon dont il pense. Donc, mais ce n'est pas que... Le théoricien de la gouvernance d'État trouve que ces commentaires-là sont totalement bienséants dans un système comme le régime politique au Sénégal, où il y a un Premier ministre, un président de la République, et lorsqu'on connaît le passé de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye, est-ce que vous ne nous interrogez pas que de tels commentaires soient effectués dans la presse, devant des militants, au moment où les deux peuvent peut-être se tirer dans une chambre, peut-être même, et se faire ces reproches-là? Bon, c'est Distel qui nous apprend ici souvent qu'il y a toujours eu des contacts entre les uns et les autres, donc on ne sait pas quel contact il y a eu jusqu'au point où lui, il a fini par décider de parler aux militants. Ça c'est un, deux. Je crois que, vous savez, pour juger ces choses-là, ces propos-là, il faut les placer dans leur contexte. OK? Il faut vivre au Sénégal et voir les choses évoluer, comment ça évolue, pour se prononcer pour se prononcer et dire oui, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Mais je ne suis pas au Sénégal, mais pour ce que je reçois, pour les informations que je reçois du Sénégal, moi je ne suis pas, je ne suis pas un soutien de Ousmane Sonko, je ne suis pas, comment on l'appelle, partisan sénégalais, je suis béninois et j'observe les choses de loin et je constate que, en fait, Ousmane Sonko, il y a
chez Ousmane Sonko des problèmes à régler avec le passé. Et il est dans le processus de règlement de ces problèmes. Il y a chez Diomaye Faye aussi, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, le président Diomaye Faye aussi des problèmes avec le passé à régler. Donc maintenant, comment nous allons ensemble pour régler le problème, c'est ça qui pose... c'est ça, et c'est justement ça, là, c'est ça l'idéologie. Je dis la pensée. La pensée. Nous pouvons faire ça comme ça, nous pouvons faire ça comme ça. Suite à ces propos-là qui ont été rendus publics, certains se sont interrogés sur le fait de savoir est-ce que le duo était préparé, outillé pour conquérir le pouvoir d'État, mais pas pour l'exercer. Écoutez, les théoriciens n'ont pas toujours la lecture de la réalité par rapport à ceux qui exercent le pouvoir public. Vous savez, aujourd'hui, le président Faye est le président de tous les Sénégalais. Il n'est pas le président d'un parti politique. Et sa posture, son discours, son management doivent tenir compte de tous les Sénégalais. Mais il reste que Sonko a du chagrin en lui qui le déchire, qui le dévore. Il a envie de rendre des comptes. Il a envie de régler des problèmes par rapport à son passé. Et donc, il ne trouve pas un répondant, il ne trouve pas un accompagnement chez le président de la République, institution incarnée aujourd'hui par Faye. Ce duo-là n'était même pas prédestiné à prendre le pouvoir. Lui qui était prédestiné et qui a fait tout le combat, c'était Sonko. Même si Sonko devenait président de la République, mais il va se retrouver face à la réalité de la gestion du pouvoir qu'il est obligé d'inclure dans sa vision, dans sa lecture, dans sa posture, dans son discours, dans son idéologie, tout le peuple sénégalais, même ceux qui ont voté contre son élection. C'est ça qui est le problème qui se pose aujourd'hui. Ben, ce discours, moi, me surprend. Non, ce discours me surprend. Lorsque vous parliez, je vous ai laissé... Comme de temps à autre, vous essayez aussi de m'arracher la parole. Donc, est-ce que j'ai la parole? On se le fait gentiment, oui. Donc, aujourd'hui, le président Faye est le président de tous les Sénégalais. Il ne peut pas avoir la même posture que le chef du parti. Voyez-vous? Et je rigole un peu parce que dans tous les cas, celui qui va rendre compte aux Sénégalais, ce n'est pas Sonko, mais c'est le président Faye. À partir de ce moment, il est obligé de faire de l'ouverture. Et d'ailleurs, j'ai suivi les informations il y a 48 heures ou 24 heures derrière, que le président Faye est en train de penser à une possibilité de gouvernement d'ouverture. Parce que ça ne vole pas très haut au niveau de Sonko. Sonko est resté dans son militantisme, dans sa guerre, dans sa fougue de militants et tout. Mais l'autre a un pays à gérer, il a un État, il est à la tête d'un État. C'est ce qui crée aujourd'hui le problème entre eux. Ce n'est pas un problème de... Et le chef de gouvernement, il n'a pas un pays à gérer? Non, le chef de gouvernement ne répond pas. Il ne gère que le gouvernement. Il ne répond même pas devant les Sénégalais. Celui qui répond devant les Sénégalais, c'est le président de la République. Est-ce que vous voyez? À partir de ce moment-là, ne lui demandez pas de suivre Sonko dans toutes ses folies. Sinon, c'est lui qui va répondre demain. Je disais que ce discours me surprend. On risque de s'enraciner dans ce débat. Non, on ne va pas s'enraciner. On ne va pas s'enraciner. On ne va jamais s'enraciner. J'ai une question. Oui, d'accord. Lorsqu'on écoute un peu les commentaires autour de ces propos-là, on a écouté un peu d'Isla Moussou, on a écouté aussi, juxtaposé aux autres commentaires au lendemain des propos de Ousmane Sonko, on s'interroge de savoir est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné aller à une formation du personnel politique de nos pays africains pour ne pas qu'in fine, on retrouve à la tête de l'État des présidents peut-être par défaut ou peut-être parfois des acteurs politiques qui avaient toutes les armes pour conquérir le pouvoir d'État, mais aucune pour l'exercer.
Oui, je suis d'accord avec la question d'éducation donc de notre personnel politique sur le continent. Hein, c'est partout sur le continent. C'est pas qu'au Sénégal, c'est pas qu'au Bénin. C'est partout sur le continent qu'il y a la nécessité de formation. Mais je suis un peu surpris parce qu'on a comme l'impression que nos peuples, pour la plupart, ne votent pas véritablement pour un projet de société, malheureusement, mais pour peut-être l'homme le plus populaire du moment ou l'homme qui a été brimé durant la période électorale ou à quelques encablures. Sauf que je pense qu'au Sénégal, le travail a été suffisamment fait pour que le peuple sénégalais sache que c'est Pastef qui a le pouvoir et non Diomaye Faye qui a le pouvoir. Ah, c'est là le danger. Non, attendez. C'est là le danger. Et ce danger est en train de guetter. Vous voyez qu'il m'a coupé. Ce danger est en train de guetter. Non, on se le fait gentiment. J'apporte de l'eau. Oui, allons-y. Ce danger est en train de guetter le Bénin pour les prochaines années. Ah bon? Parce que nous sommes en train de nous inculquer que désormais, c'est le parti politique qui va porter le personnel au pouvoir. Ah. Donc à la magistrature suprême. Et donc, ça va être de bon droit que le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau, ou les démocrates, s'il vous plaît, les démocrates. Oui, c'est des partis politiques. Moël Bénin, RN, lorsqu'ils arrivent à porter... MPL aussi. MPL, tous les partis que vous connaissez officiels, oui. je ne fais pas de la discrimination. Oui, lorsqu'ils vont parvenir à porter, n'est-ce pas, une personnalité au pouvoir, mais ils risquent d'avoir clash parce que, vous savez quoi, ils vont se dire, c'est le pouvoir du Bloc républicain, c'est le pouvoir de l'Union progressiste, c'est le pouvoir de la mouvance. En quoi c'est un danger? En quoi c'est un danger? C'est ça que je veux comprendre. Justement, et c'est ça. Parce que c'est quoi? Il y aura une prise en otage. Ce risque de prise en otage. Et si le président Faye ne sait pas faire, il va devenir d'ici les prochains jours l'otage de Sonko et du parti. Non, pas de Sonko, pas de Sonko, mais du parti. Oui. De Sonko et du parti. Sonko, chef de parti. Oui, bien sûr. On parle de Sonko à cause de son hégémonie sur le parti. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? Oui. Et ça, les 20% ou 30 autres % qui n'ont pas voté pour le président de la République, ils deviennent quoi? Les profils, les cadres qui vont se retrouver dans le lot de citoyens qui ne vont pas participer, qui ne sont pas militants de ce parti-là. Est-ce qu'ils seront écartés? Bon, en quoi c'est un danger? Je n'ai pas encore vu. Le danger. C'est ça le danger. Bon, alors, non, ça c'est assez très intéressant. C'est intéressant, mais c'est très intéressant, très émouvant. C'est ça qu'il y a. Mais il y a encore. Mais permettez-nous de faire vraiment trois sujets. Discours sur ce discours, quoi, parce que franchement, ça m'étonne de Distel. On vous sent inspiré. Ça m'étonne. Parce que, regardez, attendez, ce que Distel nous dit aujourd'hui, c'est que les réformes du président Talon devraient tenir compte de tous les Béninois. Or, c'est ce qui se fait. Ah bon? Évidemment. Vous avez vu le nombre de Béninois qui ne Moi, je ne les ai pas comptés. Vous avez fait le recensement. Ah bon, voilà. Donc, vous voyez maintenant comment ça se tourne. C'est ça le problème. Est-ce que vous avez fait le recensement? En réalité, je vais vous dire. Non, on va laisser pour permettre à l'émission de progresser. En réalité, il y a des réformes, mais dans le même temps, les gens ont peur de la mise en œuvre réelle de ces réformes. Et c'est ça le problème que nous avons au Bénin. Vous voyez, Trump vient du parti les républicains, du parti républicain aux États-Unis, et au sein de ce parti-là, encore créé ce qu'on appelle MAGA. Et ce qu'il met en œuvre aujourd'hui, contre vents et marées, et ça je peux le dire contre vents et marées, parce que ça peut paraître de la dictature, oui, mais ici, il s'appuie sur les lois, s'appuie sur les choses, un certain nombre de choses pour avancer. Ce qu'il met en œuvre aujourd'hui, c'est ce qu'il a promis au MAGA. Oh, il y a des lesbiennes, il y a des homosexuels, excusez-moi ces termes qui sont un peu déplacés, mais qui ne sont pas concernés par le programme de Trump. Vous voyez, donc c'est le parti et son programme qui est en mouvement. Ce n'est pas l'individu qui est en mouvement et qui en impose. Je crois que ça, c'est un sujet qui peut faire l'objet même de toute une émission. Et si vous allez en Afrique du Sud, vous verrez la même chose. En Afrique du Sud, l'ANC, pendant longtemps, vous avez vu des présidents que
le parti a dû... Juste une question. Que dit la Constitution du Bénin? Que c'est le parti qui est élu au suffrage universel ou c'est une personnalité? Ah, mais quelle est la réforme là que vous... La réforme dit... Que le président a fait... S'il vous plaît, la réforme dit... Oui, qu'il faut rendre les partis forts. La réforme dit... Oui. Que pour ce qui concerne la présidentielle, le parti porte le candidat... Et le candidat peut se libérer après. C'est là que je vous parle du danger. Merci à vous. Voilà. C'est là que je vous parle du danger. Merci également, Paul-Marie. Juste un Cette semaine, on ne va pas en finir. Il y a eu... Sénégalais. Alors, Distel Amoussou. Parce que c'est quoi? Paul-Marie. Si demain, si vous voulez, on peut organiser notre émission par rapport à ça. On va permettre que l'émission se poursuive. Mais justement, nous avons vu On aujourd'hui... va s'écouter. Oui. Si la personnalité portée par le parti se retrouve demain au pouvoir, et qu'il est... Et se libère du parti qu'il a porté au pouvoir. Pensez au contraire. Et qu'il est pris en otage par le parti qu'il a porté. Oui. Ça, c'est encore mieux, parce que ce n'est pas l'individu. Ce n'est pas l'individu, c'est le groupe. On vous a compris. Et c'est ça le problème. Vous voyez maintenant... Non, un instant, juste un mot. Pour dire que vous avez vu maintenant la problématique des réformes. Et pourquoi nous critiquons les réformes? Vous voyez maintenant ça. C'est ça la problématique. On va y revenir. Vous balayez les réformes. Non, ne balayez pas les réformes. Parlons de critique, puisque vous parlez de critique des actions du président Patrice Talon. On constate que chaque fois qu'il y a un conseil des ministres et qu'il y a une nomination d'un expatrié à la tête d'une société de l'État. Chaque fois les commentaires vont montrer sur les réseaux sociaux, les gens crient waouh, comme quoi c'est comme si c'est un mépris aux compétences locales. Bon, oui, c'est une critique qui a été formulée pendant longtemps. Moi-même, je l'ai formulée pendant longtemps et je reste vraiment critique de cette approche. Et pourquoi? De cette approche de nommer les gens qui viennent de l'extérieur. Vous voyez, par exemple, la télévision nationale est dirigée par quelqu'un qui vient de l'extérieur. Tu blâmes, on nous envoie encore quelqu'un maintenant à la tête de la SPE. Elle a passé un test. Oh, je ne dis pas non. Qui passe des tests. Vous allez aux États-Unis, vous passerez des tests, mais vous ne prendrez jamais le contrôle de la télévision nationale. C'est comme ça. Donc, ce que je veux, moi, dire, moi, je ne veux pas, comme il est dit, je ne veux pas balayer la réforme ou bien cette approche tout de go comme ça, il ne faut pas balayer ça tout de go. Mais ce que j'ai chanté depuis que moi je prends la parole pour parler des réformes que met en place le président Talon, c'est qu'il faut évaluer à un moment donné. Évaluer pour voir, est-ce que cette approche est plus productive pour nous que d'adopter une autre approche qui est de mettre les nôtres, nous-mêmes, au service de notre pays. C'est ça la question. C'est ça la question. Toute la question, elle est là. Il faut évaluer. Parce que si nous continuons de dire, oui, il le fait, c'est mauvais, il ne le fait pas, c'est pas bon. Est-ce que, depuis que on nomme les expatriés, donc pour prendre la tête de nos structures, est-ce que ça nous a fait faire un bond extraordinaire par rapport à quand on n'avait pas des expatriés à la tête de nos structures? Distel Amoussou va vous répondre. Il faut bien une étude il va vous répondre. pour nous dire... bon, lui n'est on pas une étude. On en a vu, voilà. Peut-être ADSS a fait ça, peut-être on en a vu à la tête du port, de l'ANIP, de la SB2E, Distel Amoussou, et chaque fois, on suit les compatriotes qui dénoncent, qui estiment que c'est un mépris aux compétences locales. Est-ce un choix stratégique d'exporter la compétence ou il y a des faits que l'on veut éviter? C'est une vision portée par le président, portée déjà par le candidat Patrice Talon avant 2016. Et cette vision a été portée au pouvoir. Et il a dit qu'il irait chercher la compétence où elle se trouve, n'est-ce pas, pour contribuer au développement de son pays. Je suis d'accord sur la question d'évaluation. D'évaluation des réformes à mi-parcours. Je suis... À l'œuvre à mi-parcours encore? Oui, allez-y. Je suis parfaitement d'accord qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite.
voyez-vous, Oui. ainsi que nous avons pu évaluer la dernière fois, à l'initiative du président de la République, les réformes au niveau de la décentralisation, Oui. avec la création des secrétaires exécutifs, Oui. oui, il serait utile d'évaluer, n'est-ce pas? La réforme du système partisan. Non, Je ne cette parle pas politique, de... Mais la politique vous ne de me posez pas de nomination. questions par rapport à la... Pourquoi vous voulez me mélanger? Vous avez parlé de la décentralisation. Donc. Nous sommes en train de Je parler vous mélange pas. de nomination, de profil La politique de extérieur. nomination des De profil extérieur. Tout à fait. Mais là, vous voulez jouer à quoi? Là, vous avez parlé de la décentralisation. Donc, Écoutez, vous êtes trop jeune pour ce jeu. Donc, oui, le président de la République peut, n'est-ce pas, juger utile. C'est lui qui définit la politique de l'État. D'évaluer la nomination des profils extérieurs au niveau du port, au niveau de l'ANIP, au niveau de la douane, la SB2E. au niveau de la La SB2E. SB2E. Il ne vous échappe pas que j'avais dit sur votre plateau ou ailleurs, et que au même moment on demande aux cadres locaux de fédérer dans les partis politiques, de militer, de se battre, n'est-ce pas, pour porter au pouvoir le personnel politique. Au même moment, on amène des halogènes qui ne sont pas du tout concernés par la politique locale pour diriger, n'est-ce pas, des directions, des sociétés et autres, des agences. Mais la question d'évaluation se pose. Est-ce que nous avons engrangé des billes? Est-ce que nous avons des gains quantitatifs et qualitatifs? Si oui, continuons. Si nous n'avons pas, n'est-ce pas, cette évaluation-là et que nous constatons par la suite que c'est un procédé qui nous regresse, eh bien, le chef de l'État qui a en main la définition du pouvoir public va aviser. Oui, je suis parfaitement en harmonie avec cette approche, c'est-à-dire qu'il faut évaluer à un moment donné. Il faut évaluer. Ce n'est pas qu'il faut dire tout de suite c'est mauvais, on ne peut pas faire ça, mais c'est normal aussi que ceux qui pensent avoir une fibre patriotique, qui leur demandent que oui, si on nomme, on doit nommer de chez nous là, c'est normal qu'eux aussi disent ça. Seulement, c'est assez intéressant ce que nous venons de dire là. Parce que, vous voyez, quand on va évaluer par exemple le port, ok, quand on va évaluer le port pour dire, bon, le port a été dirigé par quand même pas une structure, mais un groupe d'étrangers depuis jusque-là, il y a des facteurs à prendre en compte. Et c'est en cela que les opinions diffèrent des études. Okay? Parce que moi, je peux mettre une opinion ici tout de suite et dire c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Mais quand vous irez faire les études, vous allez constater que sur une certaine période, à partir d'un certain moment, le port n'a plus reçu le flux de trafic qui va par exemple au Niger, qui va au Burkina, qui va au Mali, n'a plus reçu ça. Et que la performance quand même a progressé. Là, et que la sécurité, par exemple, dans l'enceinte du port est assurée parfaitement aujourd'hui. Absolument, la performance sur tous les plans a progressé. Là, on peut dire, ah, mais cette politique, elle est bonne. Vous voyez à peu près. Mais tant qu'on n'a pas fait cette étude, et on peut émettre des opinions, les opinions basées sur le patriotisme. On peut soutenir, ne pas soutenir. On peut ne pas soutenir. Mais vraiment, ça, sur ces questions-là, je il demande est d'une nécessité effectivement une évaluation. d'effectuer une évaluation. Merci à tout un chacun pour cette convergence d'opinions. Distel Amoussou, on a suivi Gagnou Soglo à travers un communiqué de presse. On l'avait suivi sur les réseaux sociaux. Il était également sur ESAE TV il y a 72 heures où il a fait savoir que son père est instrumentalisé. Distel Amoussou, je ne vais pas vous rappeler un peu les mots, mais vous avez suivi un peu. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je ne vais pas... Sans sarcasme, sans avanie. J'ai la parole? Oui, j'ai dit juste sans sarcasme, sans avanie. Non, je ne vais pas réécrire les frasques de Bento. Non, je ne vais pas écrire non plus les frasques de Galiou. Vous avez constaté que un fils qui se dit bien aimant, n'est-ce pas, vient en public, n'est-ce pas, désavouer des attitudes de son père, de son géniteur. Sous prétexte que son père, à 94 ans bientôt, est manipulé dans un fauteuil roulant et tout.
Et c'est un public qui vient dire ça. Et lorsque vous, qui l'avez reçu, vous lui avez posé la question, mais est-ce que vous en avez parlé avec votre géniteur, votre frère aîné? Vous lui avez posé la question 6 fois, j'ai compté. Toutes les fois, il a récité et ce qu'il a bûché pour venir sur votre plateau. C'est malheureux. C'est malheureux. Et moi, je dis, je ne suis pas surpris. Venant de Galiou Soglo. Parce qu'en fait, c'est devant nous qu'ils ont débarqué en 1990 au profit de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Et depuis, où ces ministres, où ces si, où ces maires, et toute la famille s'est reposée sur le budget national à ce jour. Merci. Et donc, vous voyez, ce type d'enfant... Là, vous n'avez pas commenté. Ce type d'enfant... Là, vous commentez. Vous parlez de Gagnou Soglo. Vous n'avez pas commenté... S'il vous plaît, ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a dit est nauséabond. Okay. On ne vient pas dire ces choses-là de son géniteur en public. Merci. Surtout lorsque vous démissionnez, vous laissez le portail de votre père, 94 ans, en fauteuil roulant, ouvert à des gens qui ont la possibilité de le sortir de sa sclérose, de l'amuser, de le faire balader, de le faire promener, ce qui aime bien actuellement pour sa santé. Lorsque vous démissionnez, vous ne le faites pas. Lorsque vous ne l'amenez pas dans des champs à Huawei pour qu'il redécouvre la verdure, lorsque vous ne l'amenez pas au jardin botanique, à l'université d'Abomey-Calavi, pour qu'il respire de l'oxygène, lorsque vous ne l'occupez pas à son âge, et que d'autres qui sont ses petits-fils, mais qui l'affectionnent bien, le sortent, de quoi vous venez vous plaindre en public? Paul Maïressou, sur la même question. Est-ce que vous pensez que l'UNICEF de Soglo a été instrumentalisé? Je suis ébahi par le discours de Distel. Franchement, je suis ébahi. J'ai rien compris. Parce que j'ai comme l'impression que parce que les sorties du président Soglo servent la cause du président Talon qu'il défend, alors donc il peut jeter tout ce qu'il veut, sont dévolus, enfin pas sont dévolus, mais toute sa rage sur Gagnou Soglo. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Moi, j'ai écouté Gagnou Soglo. Vous pouvez... je ne sais pas si vous avez lu les livres de Gagnou Soglo. Moi, j'en ai lu 2. Okay? J'en ai lu 2. Le Déchaînons l'espoir. Ça, c'est ce qu'il a écrit, Déchaînons l'espoir. Et puis, plus récemment, 17 minutes pour vivre. 17 minutes pour vivre. Alors, on suit. Alors, donc, quand vous n'allez pas m'empêcher de rigoler. Hein? Mais il y a des gens qui nous suivent quand même. Mais il faut le laisser rigoler. Moi, je le dis pour que les gens sachent de qui on parle, quoi. Parce que tel qu'il parle, on peut penser que c'est un enfant écervelé. Non, c'est un enfant papa. C'est un enfant papa. Distel, on écoute. C'est un enfant, il ne sait pas écervelé. Mais c'est un enfant, papa a dit, maman a dit. Mais sur votre plateau, il a répété plus de fois. C'est bon. Ma mère m'a dit. Oui, c'est bon. Ma mère m'a dit. Distel Amoussou. Mais c'est pourquoi j'ai cité ces œuvres que vous pouvez lire. J'en ai, je peux vous passer. Vous allez lire et vous allez constater cette lecture-là ne m'intéresse pas. Oui, allez-y, Paul Maïressou. Et vous allez constater que... lecture en retard. Distel va me laisser parler aujourd'hui. Oui, allez parler. Ok. Donc, et moi, quand vous lisez ces livres, vous constatez que ce qu'il dit, papa a dit, maman a dit, vraiment, ça ne ressemble pas à Gagnou Soglo. Mais c'est ce qu'il est. Ça ne ressemble pas à Gagnou Soglo. Et tous les Béninois savent aussi que lorsque les talons, lorsque les Soglo ont fait des choix qui ne plaisaient pas à Gagnou Soglo a dit non. Et a pris son chemin vis-à-vis de ses parents. Pas. Alors, donc, non. Tu vas peut-être vous allez peut-être dire, lorsque Liadi Soglo fait un choix
qui ne convient pas à Galiou Soglo, il prend sa route. Vous allez reprendre la parole tout à l'heure. C'est ça le problème. Vous allez reprendre la parole tout à l'heure. Oui, mais les parents, les parents que vous présentez comme des gens qui dictent des choses à Galiou Soglo ont souvent été derrière Liadi Soglo, et Galiou Soglo s'est écarté de cette tendance. Donc c'est la et donc, ce n'est pas un enfant. Ce n'est donc pas un enfant comme vous le dites. Papa a dit, maman a dit. C'est un enfant bien réfléchi, bien réfléchi, dont vous pouvez voir le degré intellectuel à travers les œuvres qu'il écrit. Et moi, je voudrais dire une chose. Oui. OK. Maintenant, au-delà de tout ce qu'on peut dire de Galiou Soglo, vous pouvez l'injurier, vous pouvez lui dire n'importe quoi, vous pouvez dire qu'il ne répète que les mots comme un perroquet que ses parents répètent. Vous pouvez tout dire de lui. Mais Galiou Soglo, c'est quelqu'un qui est indépendant, qui réfléchit, qui agit. Et le cas dont nous parlons, ce dont nous parlons, c'est de son papa. Ce n'est pas d'autres personnes, hein. C'est de son papa. Et de son papa qui a 94 ans bientôt. Et vous le savez bien, tous les parents, même moi qui suis ici bientôt, je vais commencer à vieillir. Dès qu'on commence à vieillir, on développe des caprices. Tous les parents qui grandissent développent des caprices. Quel est le devoir des enfants dans ce cas? On vous écoute. Quel est le devoir des enfants dans ce cas? La première chose qu'il faut reconnaître, c'est que Galiou Soglo est grand, s'est affranchi de ses parents. Donc, il ne vit plus avec ses parents. Et il faut le reconnaître. Donc, ce n'est pas qu'il est là et puis des gens viennent rentrer dans la maison et font ce qu'ils veulent faire. Donc, il ne faut pas considérer que, oui, Galiou Soglo est là et ce dont lui doit se couper tous les jours, c'est de Nicéphore Soglo. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il constate que ça a commencé à traîner dans les médias et ça a même trop duré. Enfin, si j'étais à sa place, hein, vous me connaissez bien, si j'étais à sa place, ça ne va pas durer comme ça. Ça a trop duré qu'on traîne son papa dans les médias et son papa dans l'état où il se trouve. Et il prend conscience maintenant que, mais ça, c'est pas quelque chose... Que maintenant. Oui, mais il prend conscience que maintenant. Il n'est jamais tard. Vous allez permettre à quand même Paul Maharousou que maintenant. Oui, il n'est jamais tard de bien faire. Et surtout quand c'est votre parent, c'est votre père, c'est votre mère. Personne ne peut faire ça à mon père. Mais personne ne peut faire ça à votre père. Parce que vous savez quoi? Mais si lui ne prend que conscience... Vous savez quoi? Mais attention, mais il y a une différence entre votre père et son père. Oui, parce que son père est un homme public. Un homme public, voilà. Tout à fait. Donc, il y a... Et dans ce cas, je mets en place un dispositif de veille. Je ne sais pas. Bon, il y a des termes techniques, mais sincèrement, donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que... Le personnel de maison... Permettez qu'on suive. La belle preuve, son frère aîné n'est pas là. Et donc, le personnel de maison, je suppose qu'il y en a, a pour obligation de me communiquer les rendez-vous de mon père. Même si je ne suis pas là. Même si je suis en Europe, même si je suis en voyage. Même si le personnel de maison vous communique les rendez-vous de votre père quand il est un homme public, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Que vous ne pouvez pas contrôler. Que vous ne pouvez pas contrôler. Jusqu'à un moment donné où vous constatez que bon, maintenant ça là, et ça devient trop et vous pouvez agir. Et je crois qu'il n'est jamais trop tard pour bien agir. Et il agit bien maintenant en tant qu'enfant. Et il agit en public. Oui, bien sûr. Le fait est dans le public déjà. Le fait est déjà dans le public. Vous voulez qu'il agisse comment? Dans l'obscurité? Non. Le fait est déjà, la chose est déjà dans le public. Un enfant petit. Et ce qu'il fait. Dans ce cas, non, ce qu'il fait. Attention aux mots. Attention aux mots. Ce qu'il fait, c'est qu'il n'est pas en train de contredire son père, mais il est en train de mettre en garde ceux qui utilisent son père. Non, il met le dispositif pour empêcher l'utilisation de son père. Mais là, c'est vous qui empêchez Paul Maharousou d'opiner quand même. Donc quand je vais commencer à le couper, vous allez vous rappeler quand je vais le couper. Il a fait ça tellement. Alors que je l'ai laissé. Nous sommes à la fin de l'émission. Je l'ai laissé charger Galiou Soglo. Donc pour quand même expliquer un peu les choses aux gens, et il essaie d'empêcher cela. Mais c'est clair. Et moi je l'ai dit, prenez Galiou Soglo. Moi, j'ai lu ses œuvres et n'oubliez pas qu'il a été ministre de la République
Donc, ce n'est pas un bêta, comme vous le pensez. Gali Soglo a été ministre de notre République, il a été député de notre Parlement. Vous pouvez considérer que tout ça là ne suffit pas pour justifier de son indépendance intellectuelle, de sa capacité à s'auto-déterminer, mais allez lire ses œuvres et vous constatez. Merci à vous, Paul-Marie Ouessou. On ne va pas poursuivre avec Distel Amoussou. Ah ouais. Merci à vous. Distel Amoussou, on veut conclure. Et on sait quand même que vous êtes très actif quand même sur ce boulevard-là. On a vu... Non, c'est lui qui a la parole. C'est lui qui prend la parole. Je passe la main. Non, on n'est pas sur un jeu ici. Je passe la main. Alors, les drapeaux qui sont disposés sur ce boulevard-là, pour vous, est-ce que ça pose un problème, la position des drapeaux? Ah. Écoutez, dans ce qu'on appelle l'événementiel, il y a le branding. Hein. Le pavoisement répond à des techniques. Hein. Maintenant, il reste que le drapeau d'un pays est un symbole. Un symbole. Et lorsqu'il est debout, il n'est pas le drapeau. Lorsqu'il est couché, il n'est pas le drapeau. Lorsqu'il est à l'envers, il n'est pas le drapeau de ce pays. Voyez-vous? C'est lorsqu'il est normalement disposé qu'il est le drapeau. Alors, ce que j'ai vu quelque chose qui ressemble au drapeau, mais qui n'est pas le drapeau béninois. Parce que cette position-là, pour moi, ce n'est pas le drapeau béninois. Alors, est-ce que ceux qui ont fait ce travail artistique, de pavoisement, de branding, ils expriment, ils disent que c'est le drapeau béninois? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ce sont juste les couleurs nationales. Les couleurs nationales, ouais, les couleurs qui composent le drapeau béninois. Ce débat-là est déjà venu hein, en 2016, lorsque le président Patrice Talon a pris le pouvoir. Vous savez, les documents administratifs avaient en haut ou en bas des couleurs du drapeau. Et les gens avaient opiné, avaient bavardé autour de la disposition de ces couleurs-là, parce que en voyant ces couleurs, ils s'attendaient à voir le drapeau. Mais non, l'administration a maintenu, n'est-ce pas, ce concept-là, en utilisant les couleurs, d'accord, du drapeau, mais ce n'est pas le drapeau béninois. Voyez-vous, donc, les couleurs du drapeau ont été utilisées pour le pavoisement, mais moi, je n'appelle pas ça le drapeau béninois. Parce que le drapeau béninois a sa posture, a sa position. Paul-Marie Ouessou, on constate, oui, que de la Direction générale du port de Cotonou à ce célèbre carrefour sur lequel est érigée la statue de Bioguera, qui a les couleurs nationales, si on doit suivre Distel Amoussou, qui sont mises sur les poteaux. Certains estiment que le drapeau est mal disposé de part et d'autre. Vous, lorsque vous avez regardé, vous avez sillonné, vous avez regardé, vous avez suivi les commentaires, quelle est votre opinion? Ben écoutez, moi je vais vous conter une petite histoire. Il y a une semaine, un grand frère et ami à moi, il est colonel des eaux et forêts. Il fut colonel des eaux et forêts. Et on a pris le chemin de Fidjirosé, on a passé par le carrefour Bioguera, et on est monté sur la voie là. Et puis il regarde, il me dit, c'est quoi ça là? C'est quel drapeau ils ont mis là? Il dit, mais c'est le drapeau béninois. Il dit, non, c'est pas vrai. Vous imaginez, c'est un colonel, ancien colonel des eaux et forêts, qui ne reconnaît pas notre drapeau. Personne ne lui a dit que c'était le drapeau. Ah, mais le drapeau, comme vous le dites, devrait être reconnu tout de suite. Mais ce n'est pas le drapeau qu'ils ont mis. Ah, bon, ils n'ont pas, en tout cas, je ne suis pas dans le secret de l'agence ou de la société ou du service qui s'est occupé du pavoisement. Mais ils ne pourront pas nous dire que c'est le drapeau. Alors donc, il n'est pas interdit d'utiliser les couleurs du drapeau, n'est-ce pas, pour décorer. Oui, mais quand c'est fait comme ça,
quand c'est fait comme ça, il faut de la communication autour. Or, il faut quand même faire la chose de sorte qu'on ne sente pas. On a vu sur les réseaux sociaux que les gens ont quand même drapeau. amené des images similaires qui sont produites quand même en France, au Sénégal et dans d'autres pays de la sous-région où on avait pratiquement la même disposition avec pratiquement les mêmes couleurs. Oui, donc c'est ça la confusion. C'est la mode actuellement. Non, mais c'est ça la confusion. Si c'est la mode, c'est un peu, pour moi, hein, c'est un peu dommage. Dommage dommage parce on a besoin de qu'on là on est en train d'information. d'aller dans la banalisation de notre drapeau quand même, de Non. nos couleurs. Est-ce qu'on n'a pas besoin, est-ce qu'on n'a pas peut-être C'est nos besoin couleurs nationales. Est-ce C'est qu'on n'a nos pas besoin couleurs nationales. d'informations, de C'est nos communication couleurs autour nationales. justement? Absolument. Et c'est Est-ce ça qu'on que n'a je pas, parle. besoin, on n'a pas soif de communication, d'information autour pour qu'on nous explique véritablement ce Ben, qui écoutez, en est. si la direction de la communication, la DIRCOM, juge utile, n'est-ce pas, de lever l'équivoque, libre à elle. Hein. Sinon, pour moi, il n'y a pas de problème parce que j'en ai vu ailleurs, j'en ai servi à de la clientèle. Et donc, pour moi, il n'y a pas de choc, il n'y a pas d'événement. Mais Non, là, le choc vient quand même du fait, quand même, parce que ça ne vient pas du but en blanc comme ça vient de quelque part. C'est parce que c'est proche de nos couleurs nationales. Écoutez, la DIRCOM va apprécier, Merci peut-être que le porte-parole du à tout un gouvernement chacun. va saisir Stella Moussou. une occasion de clarifier. l'expliquer, de clarifier. Ah, Absolument, Merci à il faut vous, clarifier, Stella il faut Moussou. Je rappelle que vous êtes cette consultant histoire. média communication, analyste chroniqueur politique. Merci à Paul Maïroussou, théoricien de la gouvernance d'État, analyse politique. Chers amis Stella a pris la main internautes, aujourd'hui, c'était Info Hebdo Quoi? de ce samedi. Rendez-vous Merci la pour l'attention. On se retrouve tout à l'heure pour Free Week. Portez-vous bien et belle suite de programmes ou belle suite en compagnie de nos programmes sur ESAE TV. Merci à vous.